Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire au cours duquel on va pouvoir vous présenter la nouvelle génération de Map in Action avec Youssouf. On va se présenter. Je vous propose qu'on attende 1 ou 2 minutes encore. Voilà, on a quelques connexions là qui interviennent encore. On de laisser à tout le monde le temps d'accéder à l'outil. Voilà, donc petite phrase habituelle d'introduction. Donc vous êtes sur l'outil Livestorm, c'est une plateforme dédiée au webinaire, une plateforme française. Voilà, donc vous pouvez interagir via le chat directement, via l'outil question, si vous voulez plus formellement nous poser une question pour la suite. Voilà, on est sur un format assez souple, donc si vous avez des questions qui vous venaient en cours de route, on s'efforcera de les prendre, alors peut-être pas au fil de l'eau, mais peut-être à un ou deux moments au cours de la présentation, si on voit que c'est utile pour vous. On avait une trentaine d'inscrits, on a une petite quinzaine, on va attendre encore un petit peu. Voilà, et vous aurez, je le dis d'ores et déjà, le replay qui vous sera normalement envoyé directement par email à l'issue de ce webinaire, et dans tous les cas, on les met tous en ligne sur notre chaîne YouTube, Map in Action, directement sur YouTube, donc vous pouvez retrouver le replay, le partager éventuellement, et retrouver ceux aussi de nos anciens webinaires. Bonjour à tous. Allez, je vous propose qu'on commence par se présenter, ça laissera le temps éventuellement au dernier de se connecter. Youssouf, je te laisse te présenter, si tu veux. Oui, bien sûr. Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue à cette présentation que je vais essayer d'animer de la nouvelle génération. C'est Youssouf Gungor, je suis le product owner de la plateforme Map in Action. Donc, mon rôle au sein de ICO, c'est en partant des besoins et des usages des clients, structurer et assurer la bonne livraison des futures versions de MIA. Alors, en fait, je suis en quelque sorte l'interface entre l'équipe opération et un peu l'équipe technique. Voilà, en quelques mots. Merci Youssouf, que certains d'entre vous connaissent. Oui, c'est vrai. Et donc voilà, en PEP, je suis l'un des cofondateurs de la société. Je m'occupe plus spécifiquement aujourd'hui des sujets liés au marketing et au partenariat globalement. Je vous propose sans plus attendre du coup maintenant qu'on commence. Alors j'espère que vous voyez tous le PowerPoint, pardon. Je viens de changer de slide. Si jamais vous ne voyez pas la slide changer, n'hésitez pas à me faire signe dans le chat. On fait les tests, c'est censé marcher. Du coup, donc le programme de ce webinaire, donc voilà, petite 5 minutes de présentation du programme et des intervenants du coup. Ensuite, je vais prendre une dizaine de minutes pour resituer qu'est-ce que MIA globalement, hein. Alors certains d'entre vous le savent déjà. Je vais essayer de vous parler des grands cas d'usage aujourd'hui de MIA, du périmètre fonctionnel dans sa globalité, et surtout, du coup, ensuite, je vais pouvoir vous présenter les objectifs qui ont précédé au développement de cette nouvelle génération de MIA, hein, qui est vraiment véritablement le développement le plus important qu'on a eu l'occasion de faire depuis qu'on a lancé la société, que depuis qu'on avait surtout mis en place la première version de la plateforme. Donc, on va pouvoir vous présenter ces objectifs. Ensuite, et aussi surtout, du coup, laisser la main à Youssouf pour vous présenter les évolutions et les nouvelles fonctionnalités, donc là sur 20-25 minutes. Et on essaiera de se garder du coup 15 à 20 minutes pour un temps d'échange. Encore une fois, n'hésitez pas au cours de la présentation si vous souhaitez intervenir directement par le chat. Alors très rapidement, MIA Map in Action, donc c'est une solution digitale qui a pour objectif pour les territoires, les organisations publiques comme privées, de leur proposer de mobiliser le potentiel de leur écosystème pour développer des projets. Ça, c'est la grande promesse, la grande proposition de valeur de Map in Action. Et Map in Action, concrètement, c'est quoi? C'est une solution digitale, une application qui réunit des outils de cartographie et des outils de gestion de projet, avec l'idée justement de faciliter l'animation de l'écosystème et la conception et le pilotage de projets. Donc très concrètement, MIA, que vous connaissez pour certains, permet d'animer l'écosystème en permettant de partager des représentations des acteurs, des projets, des liens qui les relient et qui forment les écosystèmes, de projeter du coup sur ces représentations un certain nombre de données. Et ici, on est dans cette dimension, ce premier cas d'usage de l'animation de l'écosystème. Deuxième grand cas d'usage, alors évidemment, les cas d'usage parfois peuvent se cumuler quand on intervient avec MIA, c'est le sujet de la conception de projet, de la conception de l'action. Et donc, MIA permet à la fois de cartographier les idées, de cartographier des projets, de les connecter aux acteurs et ressources, et ensuite de les construire pas à pas, vraiment qui est une méthodologie de projet agile. Et enfin, troisième grand cas d'usage, c'est la question du pilotage de projet. L'idée, c'est que c'est à la fois une plateforme collaborative qui va permettre d'organiser les productions, d'organiser l'action collective,
les questions de calendrier, de budget, etc. éventuellement, et aussi du coup de bénéficier à travers les représentations de toutes les données qu'on va pouvoir trouver sur la plateforme, à travers la carte, mais aussi à travers des tableaux de bord, de bénéficier de véritables solutions de pilotage de projets multi-acteurs, multi-échelles, multi-thématiques. Trois grandes dimensions fonctionnelles que va présenter Youssouf, qui structure véritablement depuis le départ l'application MIA. Une dimension autour de la cartographie des ressources, des projets, des acteurs, des données. Une grande dimension autour de la collaboration, comment on va simplifier les échanges, comment on va permettre d'organiser l'action et très concrètement permettre le travail collaboratif avec un certain nombre de fonctionnalités. Et enfin, une dimension autour du pilotage, principalement les tableaux de bord, mais pas que. L'idée là, c'est de pouvoir, à travers cette représentation, visualisation des données, offrir d'autres compréhensions de tout ce qui peut se passer au sein du territoire ou d'une organisation. MIA, c'est avant tout, avant d'être un outil, c'était et c'est toujours, heureusement, une méthodologie qui est celle de se dire aujourd'hui, l'écosystème, il est au moins aussi important que le projet lui-même et que tous les éléments qui vont constituer le projet pour sa réussite. Donc c'est vraiment cette question de l'écosystème qui a fondé la création de MIA. C'est Vincent Passini, pour ceux qui le connaissent, qui est enseignant-chercheur en prospective territoriale au Conservatoire des Arts et Métiers, qui est aussi consultant depuis de nombreuses années, qui a le premier commencé à prototyper un outil digital permettant de digitaliser justement et d'outiller cette méthodologie, et qui du coup a participé à la fondation de la société, évidemment. Et MIA, du coup, c'est véritablement une méthode au service aussi bien qu'on intervient en direct auprès de collectivités, d'entreprises, que aussi nos partenaires consultants, cabinets de conseil. C'est une solution qui va leur permettre d'appuyer leur expertise, leur ingénierie, leur méthodologie sur les sujets de l'animation, comment on va convoquer l'effet miroir, comment on va faciliter la création d'un langage commun, etc. Ce n'est pas le sujet du webinaire, je vous invite à regarder nos anciens webinaires sur ces sujets-là, si ça vous intéresse. Sur le sujet de la conception d'action, à partir justement de cette démarche dite effectuelle, ou en tout cas de comment on va pouvoir concevoir des idées, des actions à partir des ressources du territoire, et le pilotage, et notamment cette question des méthodes agiles, de la production de commun et de la collaboration. Pour résumer, avant de vous présenter les grands objectifs de ce projet de nouvelle génération de MIA, on peut résumer MIA aujourd'hui en 3 grands bénéfices, donc aussi bien sur la méthode que sur le volet logiciel, le volet applicatif. Le premier, c'est de vous permettre de révéler le potentiel de l'écosystème, de votre territoire ou de votre organisation, en rendant véritablement lisible et visible sa réalité à différentes échelles, réalité de ressources, d'acteurs, de liens, etc. Et justement offrir des représentations pour révéler ce potentiel. Le second grand bénéfice, c'est de faciliter le partage d'une même vision de l'écosystème, justement, à partir de ce potentiel, avec cette fois-ci des clés d'entrée qui peuvent être multi-échelles. On peut aussi bien travailler à une échelle très locale qu'à une échelle régionale ou nationale avec MIA, et multi-thématique, cette idée de pouvoir avoir des entrées aussi bien générales qu'assez précises sur des secteurs d'activité, sur des politiques publiques particulières, etc. Et enfin, troisième grand bénéfice, dans cette dimension collaborative, justement, c'est une plateforme qui va permettre de simplifier l'animation et le pilotage dans le temps des projets, et qui, en fait, embarque une boîte à outils tout au long du projet, de sa conception à sa mise en place, sa gestion, son animation, et jusqu'à son évaluation aujourd'hui. Donc voilà pour résumer un petit peu en 3 grands bénéfices MIA Mapping Action. Donc, avant de laisser la main à Youssouf, et en guise du coup d'introduction, pourquoi du coup on a souhaité développer cette nouvelle génération de MIA? Ce qu'il faut vraiment voir, c'est qu'on a réécrit l'intégralité du front, donc de tous les éléments fonctionnels, tous les éléments visuels que vous pouvez trouver ou que vous pourriez trouver si vous ne connaissez pas encore MIA dans l'application, autour de 3 grands objectifs, avec cette idée aussi de se mettre à jour sur les dernières technologies qui seront les plus utiles au développement futur. Donc, un premier axe qui était d'améliorer l'ergonomie générale de l'application, avec cette idée évidemment de faciliter les usages. Voilà, on avait une application qui était évidemment déjà fonctionnelle, et que nombre d'entre vous ici présents aujourd'hui avaient su prendre en main et prenaient en main aujourd'hui régulièrement. Néanmoins, voilà, on avait de tous les retours qu'on nous avait fait cette idée de fluidifier les usages. On va y venir juste après. Voilà, je finis cette introduction, et évidemment, après, Youssouf va vous présenter directement l'application. Donc, très simplement, qu'est-ce qu'on a fait dans cette nouvelle génération? Fluidifier, vous allez voir, l'expérience utilisateur, accélérer la navigation entre les différentes dimensions, comment on bascule d'un écran à l'autre, simplifier, homogénéiser, surtout certaines interfaces qui pouvaient parfois différer en fonction des dimensions dans lesquelles vous vous trouvez. Aujourd'hui, là, vous êtes dans un ensemble qui est complètement homogène. Réduire le nombre de clics, c'est pas toujours simple, mais c'était nécessaire.
sécuriser la réalisation de certaines actions. Donc ça aussi, c'est quelque chose que parfois vous nous aviez remonté. Donc aujourd'hui, on essaie vraiment de sécuriser au maximum les usages avec des petits messages d'alerte, des petits conseils qui peuvent intervenir. Et vous moderniser, vous allez vite vous en rendre compte, l'esthétique globale de l'application. Deuxième grand axe que nous avons travaillé, c'était de refondre certaines fonctionnalités pour renforcer les usages. Donc là, c'était plutôt des fonctionnalités qui étaient déjà en place, mais sur lesquelles on a eu des retours de nos partenaires, clients, utilisateurs, qui nous disaient voilà, cette fonctionnalité-là, en effet, elle est utile, mais sur cet axe-là ou ce sujet-là, on pourrait peut-être l'améliorer, on pourrait peut-être la préciser. Donc, qu'est-ce qu'on a fait très concrètement? On a intégré un classement dans l'outil fond de carte qui vous permet de naviguer plus simplement entre plusieurs fonds de carte et de les trier, de les organiser à loisir. On a ajouté un onglet écosystème projet dans la fiche ressources. Donc ça, vous allez le voir aussi avec cette idée justement d'avoir en une page la représentation de l'écosystème projet d'une ressource, d'un acteur. On a intégré un mode édition, ça avait été beaucoup demandé dans l'onglet écosystème. Donc là, c'est l'idée de se dire, quand vous travaillez sur l'écosystème d'acteurs et de ressources d'un projet, de pouvoir vraiment gérer beaucoup plus finement et beaucoup plus de manière opérante rapidement cet écosystème du projet. Donc Youssouf va vous montrer ce sujet. On a refondu intégralement la gestion des tâches et le calendrier. Donc aujourd'hui, on a un outil Kanban, donc comme un Trello, un outil avec des post-it pour gérer des tâches, des sous-tâches, et un calendrier qui correspondent beaucoup plus et qui sont véritablement à des niveaux standards assez avancés, aujourd'hui très sympa même à utiliser. On a amélioré la GED, le partage des documents dans la fiche projet. Youssouf va vous le montrer. On a refondu les tableaux de bord, aussi bien les tableaux de bord projet que les tableaux de bord généraux. On a introduit de nouveaux indicateurs. Et donc là, c'est tout le travail, d'ailleurs, on profite pour la saluer, de Céline, notre data analyst, qui travaille beaucoup sur ces sujets de représentation de la donnée. Et donc, une vraie réflexion aussi sur les modalités de représentation, aussi bien sur les typologies de diagrammes et d'indicateurs qu'on peut utiliser, que même jusqu'à des réflexions plus sur le design de ces indicateurs, les couleurs, etc. Et on a généralisé les filtres avancés sur l'ensemble des outils aujourd'hui qui rassemblent les bases de données de MIA. Et enfin, et j'en finirai là, avant de répondre à la question de Thomas Leflot, intégrer de nouvelles fonctionnalités pour ouvrir les usages. Donc là, l'idée, c'est de se dire, on ne voulait pas, MIA, c'est déjà une application, pour ceux qui la connaissent, qui est assez riche, vous allez le voir, qui a déjà une variété de fonctionnalités assez importantes. Pour autant, ce qui pouvait en manquer jusque-là, c'était comment on peut capitaliser sur toute cette collaboration, toute cette production de représentation, de fiches projets, de fiches ressources, et comment du coup on peut capitaliser pour l'ouvrir au maximum vers l'extérieur, et comment ça peut devenir véritablement un outil de communication. Et donc pour ça, ici, on a intégré un outil d'export des cartes. Donc vraiment, en 2 clics, on peut exporter n'importe quelle carte à différents formats aujourd'hui. On peut aussi les partager, ces cartes, sous format d'URL. Donc là, n'importe qui peut s'y connecter sans avoir besoin justement d'un compte utilisateur pour se connecter à l'application, ou sous forme de widget. On a souvent l'habitude de voir des petits encarts Google Maps sur des sites web. Aujourd'hui, on retrouve sur des sites de nos partenaires ou clients des encarts, des widgets Map in Action pour présenter un écosystème, une cartographie de ressources, etc. C'est des choses qui se font très simplement. Exporter les fiches projets et les fiches ressources. Donc ça aussi, ça nous avait été maintes fois demandé avec cette idée justement. Quand on a constitué 200, 300, 400 fiches projets des fois dans MIA, de pouvoir juste en quelques clics en sélectionner et les exporter à un format Word qui est lui-même éditable, personnalisable et modifiable pour aussi faciliter tout ce qu'on a pu mettre dans MIA pour pouvoir mieux l'exploiter. Et enfin, l'export de données et représentation de chaque tableau de bord. Là aussi, quand on travaille aujourd'hui sur un PowerPoint, on veut intégrer un tableau de bord MIA, un indicateur un peu particulier, un peu précis. On peut exporter en un clic le tableau de bord et c'est plus simple, en tout cas plus intuitif, que de devoir passer par une capture d'écran comme vous étiez certains à le faire jusque-là. Dernière question, avant de laisser la main à Youssouf, du coup, question de sécurité, où sont stockées vos données? L'ensemble de nos données et de nos services sont hébergés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, chez un partenaire français, qui est un acteur local de l'hébergement, avec lequel on travaille depuis la création de la société, évidemment, qui se conforme à l'ensemble des standards et plus en matière de sécurité. Et voilà, je te laisse la main, Youssouf. Juste pour vous dire, avant de vous laisser la main, on pourra aussi mettre à votre disposition ce PowerPoint si vous le souhaitez. On ne va pas vous présenter ces slides, mais on a fait sur les principales fonctionnalités de MIA, on a essayé de mettre quelques visuels pour que vous ayez une trace au-delà de la vidéo et de la démo que va vous faire Youssouf. Donc, vous retrouverez 3 slides sur chacune des dimensions avec les fonctionnalités et puis les écrans associés. Donc, vous pourrez le retrouver directement dans le PowerPoint. On ne va pas vous le présenter. Hop, je désactive le partage. Youssouf, je te laisse la main. Oui, merci Valérian. Donc, comme Valérian a évoqué plusieurs fois l'idée principale de cette refonte, c'est bien sûr l'idée de simplifier l'utilisation et de rendre plus ergonomique en fait les fonctionnalités
qui ont aujourd'hui une forte impact méthodologique. Donc l'idée, c'est de pouvoir également de vous partager ces fonctionnalités-là. Donc je vais commencer à partager mon écran. Donc, partager l'écran, autorisé. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que tout est bon ou pas? C'est bon. Oui, ok, d'accord. Donc là, sur certains, je pense que vous connaissez, il faut juste avoir, voilà, vous avez besoin des identifiants pour vous connecter directement à l'interface Mapping Action. Je vais commencer à vous présenter les principales fonctionnalités de la dimension cartographique. Pour une navigation plus fluide, nous avons repensé les menus des fonds de carte et les menus des filtres. Donc je reviendrai tout à l'heure pour vous montrer un peu en détail sur les menus des fonds de carte. Avec cette nouvelle interface plutôt, nous avons essayé de simplifier l'affichage des ressources. Donc en un clic, là, vous pouvez afficher toutes les ressources, soit par un total affiche des ressources, soit par acteur, voilà, si on peut faire afficher des ressources un par un. Et bien sûr qu'on peut afficher également les projets, donc c'est à peu près de la même façon. Il faut, pour afficher en fait l'écosystème d'un projet, donc là aujourd'hui je ne fais pas une formation détaillée, mais sur certes, si vous souhaitez en fait les personnes que vous avez jamais eu l'occasion de voir Mapping Action, n'hésitez pas, je ferai une formation un peu plus détaillée. Donc l'idée aujourd'hui c'est également de vous présenter les fonctionnalités qui sont nouvelles. Mais par contre, l'idée, l'affichage de l'écosystème reste inchangé. Donc en 2 clics, vous pouvez afficher l'écosystème avec un panel qui s'ouvre à droite quand même pour retrouver un peu en détail les informations détaillées. En quelque sorte, c'est le détail des ressources qui sont liées par nature de contribution. Voilà. Il est également possible de faire des filtres avancés. Donc si vous voulez vraiment filtrer les informations complémentaires, c'est devenu plus simple. Donc avec ce bouton de switch, les filtres avancés deviennent plus ergonomiques. Donc là, vous avez en 2 clics changé de switcher sur les filtres avancés. Donc je vais prendre un exemple. C'est également comment dire, par thématique. C'est-à-dire que je vais prendre l'exemple de thématique. Donc je vais filtrer mes projets par thématique. Donc je choisis l'aspect thématique qui va comporter, on va prendre par exemple la pollution de l'air. Et une fois que j'ai appliqué, on peut tout de suite et très interactivement apercevoir qu'il y a à peu près 6-8 projets qui s'affichent dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Donc je vais supprimer tous les filtres et fermer le panel. Nous avons ajouté aussi un accès rapide au territoire d'outre-mer. Donc l'idée, c'est de switcher aussi sur les outre-mer qu'on a l'impression d'oublier un peu, mais bon, l'idée, c'est de pouvoir aussi de switcher sur ces territoires-là. Bon, j'aimerais pas vous spoiler sur la prochaine utilisation, mais l'idée qui est cachée derrière, c'est également mettre des raccourcis sur vos territoires d'action. Donc ça, on est en train de travailler, mais c'est pas quelque chose qui est fini. Donc c'est également accéder à vos territoires à vos territoires favoris. Donc là, je retombe sur l'accueil. Voilà, donc est-ce que je crois que je vois pas l'écran, mais s'il y a des questions, Valérian, tu me fais signe ou j'avance? Ouais, je te fais signe, je réponds par écrit Ouais. et je te les repose s'il y a besoin. Très bien. Voilà pour la dimension cartographique. On reviendra tout à l'heure pour la dimension un peu collaborée sur l'export, donc j'expliquerai ça tout à l'heure, mais j'aimerais également vous montrer la liste des projets. Sur la liste des projets et la liste des ressources, on a fait un travail d'harmonisation. Donc, c'est de pouvoir garder la même structuration pour toutes les listes dans Mire. En fait, toutes les listes, on essaie de garder la même structure pour faciliter également pour vous de comprendre. Voilà, de ne pas avoir d'autres compréhensions pour chaque écran. Donc voilà, comme vous le voyez maintenant, en fait, les listes, c'est à peu près quasiment de la même chose. Il est également possible, donc dès à présent, vous pouvez filtrer par nombre d'écosystèmes, ce qui n'était pas le cas, bien sûr. Donc là, comme vous le constatez, donc là, je vais apercevoir mes projets par un filtre par nombre d'écosystèmes. Notamment, on peut, sans rentrer dans la fiche identité, on peut également au survol afficher les ressources qui sont ajoutées au projet. Donc là, par exemple, j'ai 28 ressources en termes de partenaires sur un projet qui s'appelle Grand Annecy, territoire zéro déchet et zéro gaspillage. Donc ça, c'est un exemple que j'ai pris. On peut bien sûr filtrer par territoire. Donc là, mes projets qui sont localisés en Auvergne-Rhône-Alpes, pardon, et par thématique. Voilà.
Youssouf, je me permets juste de Oui, préciser, parce qu'il y a quand même quelques participants au final qui ne connaissent pas forcément l'application MIA. L'ensemble de ce qu'on vous présente est évidemment personnalisable, c'est-à-dire qu'à chaque cas d'usage correspond à un environnement, une plateforme avec un écran d'administration qui permet de définir quelles sont vos catégorisations de ressources, de projets, de liens, les thématiques, les territoires et l'ensemble des informations que vous allez voir. Et c'est ici notamment qu'on va pouvoir travailler sur les éléments de taxonomie, de langage commun qu'on va construire et qu'on va implémenter dans MIA. Et donc, c'est notamment à travers ce prisme qu'on a un véritable accompagnement et une véritable dimension méthodologique aujourd'hui aussi dans MIA. oui, c'est vrai que je n'ai pas précisé, Valérian, tu as très bien fait. En fait, l'idée, c'est de pouvoir également personnaliser et partant des usages aussi, pouvoir de personnaliser les étapes des projets, les types de projets. Donc, tout ça, ça demande une formation admin. En fait, on a un panneau d'admin qui permet de tout paramétrer. Donc, je continue. Donc, je vais poursuivre ma présentation avec une fiche projet. Donc, c'est de pouvoir rentrer dans la fiche identité. On a deux possibilités d'accéder à ces fiches identité. C'est soit on peut cliquer pour accéder directement dans la liste, soit sur la carte. Donc, on a deux possibilités de rentrer dans la fiche identité. Donc là, je vais rentrer par là. Nous avons encore fait une fois essayé de maximiser l'efficacité tout en gardant la fluidité et la connexion entre différents onglets. Donc là, vous pouvez switcher, donc de changer de page en toute simplicité. Donc là, c'est très très rapide. Je vais revenir sur l'identité pour vous présenter onglet par onglet. Donc je vais essayer de faire ça en détail. Aujourd'hui, on a ajouté un bouton d'export. Donc on peut facilement exporter grâce à vos templates. Donc vous déterminez un template d'export. Pour l'instant, aujourd'hui, il est obligatoirement, donc on est obligé de recevoir par mail le template, mais l'idée, c'est de pouvoir aussi, vous, de votre côté, sans passer par nous, ajouter dans la JET le template. Je montre l'exemple. Donc, une fois qu'on va cliquer sur le bouton exporter, donc le fichier, le fichier, il est enregistré. Donc là, on peut l'ouvrir. Voilà, on a l'identité du projet, localisation. Donc ça, c'est un template un peu classique. Donc c'est l'export de tous les onglets. Donc là, on retrouve un peu dans l'onglet écosystème, on va retrouver les informations. Et d'ailleurs, j'insiste parce que dans la JET, on a également, il y a un dossier export qui s'est créé en même temps parce qu'en fait, on peut également le stocker dans la JET. Donc la JET, c'est quoi? C'est la gestion électronique des documents. Ça permet également de sauvegarder vos fichiers dans un projet. Voilà. Une fois que je suis dans la JET, donc j'aimerais également vous présenter. Donc l'utilisation est également simplifiée. Donc vous pouvez ajouter un dossier, ajouter des fichiers. Donc si on ajoute un fichier, donc là on le voit directement, il y a un nouveau dossier qui s'appelle par exemple celui-là. On peut soit ajouter des fichiers avec un panel. Donc il faut soit glisser des fichiers, soit dans la zone, il faut cliquer pour avoir un fichier. Donc franchement l'utilisation est très ergonomique. On peut préciser que les exports sont personnalisables aussi. On peut Oui, définir un template. c'est Voilà, ça. je vois Elisabeth, je sais que ça l'intéressera Ouais. dans les participants. C'est ça, le template, pour l'instant, on est en train de finaliser. Il suffira juste de mettre également, donc on aura un dossier qui va s'appeler template, par exemple. Vous pouvez glisser vos templates et exporter par la suite. Voilà. Donc, vous pouvez aussi dès à présent, donc je reviens sur l'identité, voilà, on a un message d'information qui apparaît. Donc ça, c'est une question de sécurité. Donc si, imaginons, vous avez oublié d'enregistrer, donc on a un message, confirmez-vous le changement de page. Donc si on souhaite garder les modifications effectuées, on peut appuyer sur le bouton annuler. Donc comme là, donc comme j'ai ajouté un dossier, je peux l'enregistrer pour pas oublier, pour pas perdre mes données. Voilà, je reviens sur l'identité. Pour gérer vos pavés de texte, on a également un peu mieux aéré les dialogues, on peut dire comme ça. Donc, on a aussi ajouté des sites internet cliquables. Donc, ça, c'est bien, puisque ça permet également de switcher sur certains sites internet. Donc, là, je prends un exemple. Donc, si je clique sur environnement de démo, ça me bascule sur un autre onglet. Voilà. Donc, j'avance. Donc, si j'ai pas de questions, Valérien. On les prendra à la fin, il y en a Ouais, beaucoup. on prend. Je suis en train d'écrire. Les infos complémentaires, c'est pareil, c'est pour également de structurer et de personnaliser vos fiches projets, vos fiches ressources. Donc, ça permet également par exemple, si vous avez des fiches ressources de projet, d'entreprise, vous pouvez également rentrer les données entreprises, les chiffres d'affaires, les nombres d'employés, etc. Donc, c'est propre à chaque utilisation. L'onglet contact, c'est également pouvoir identifier des personnes qu'on voudrait retrouver dans les fiches projets ou ressources. Donc,
si on peut éditer et ajouter, soit ajouter directement dans la fiche, soit également, si on a un annuaire de contact qui existe déjà, on peut facilement ajouter un contact à la fiche projet. Donc voilà, si j'ajoute Laura Poyer sur la fiche projet, c'est tout à fait possible. Voilà. Donc là, l'écosystème, c'est vraiment l'écran qui a demandé beaucoup plus d'efforts à notre regard, parce qu'en fait, ça demandait beaucoup plus de détails, parce que c'était un écran qui demandait à être, voilà, qu'il fallait en fait faire des modifications, parce que c'est maintenant plus simple d'ajouter des liens direct via cet écran. Donc c'est devenu un peu plus simple d'ajouter des liens et de pouvoir également filtrer aussi par type, donc par type de contribution. Donc là, on peut afficher par type d'association, par les nombres des participants ou par lien. Donc en quelques clics, on peut faire ce détail-là. Si on veut également ajouter un lien, donc comme je l'ai évoqué tout à l'heure, donc on va cliquer sur le bouton éditer et ajouter un lien, donc créer un lien. Tout simplement, on a déjà des types de liens qui existent. Donc comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est personnalisable, il n'y a aucun souci. Donc là, je vais choisir un partenaire. Et dans la liste des ressources que j'ai déjà identifiées, je pourrais trouver une ressource qui me convient comme partenaire. Donc, Agence internationale de l'énergie atomique, qui est en lien peut-être avec mon projet qui est de territoire zéro déchet, zéro gaspillage. Donc, ça peut être intéressant. Voilà. Je peux mettre un commentaire qui viendra se mettre directement dans le tableau. Voilà. Donc, rendez-vous planifié avec le partenaire, par exemple. Une fois que c'est appliqué, on voit apparaître dans mes partenaires. Donc là, je vais partenaire. J'ai beaucoup de partenaires, je crois que c'est pour ça. Rendez-vous, par exemple, Agence internationale. Voilà. Une fois que j'enregistre mon écosystème, donc ça, c'est vraiment les liens qui sont enregistrés dans mon projet, je peux également maintenant gérer mes tâches. Donc, gérer mes tâches, comme Valérian a souligné tout à l'heure, on a fait aussi un changement, on a simplifié l'écran. Pourquoi? Parce que c'est devenu maintenant un peu plus simple de switcher, d'utiliser la gestion des tâches. Par exemple, je vais vous montrer tout ça maintenant. Donc, on va éditer. Donc la création des sous-tâches. Donc, c'est avec un bouton plus. Donc, je vais ajouter une nouvelle tâche. Une fois que la nouvelle tâche est dans la colonne affaires, donc je vais maintenant modifier pour bien sûr un peu nourrir mes informations. Donc, en choisissant une date de début, une date de fin. Donc là, par exemple, je vais choisir une date aujourd'hui qui pourrait se terminer à peu près dans un mois. Voilà. Le nom de la nouvelle tâche, on pourra le nommer, par exemple, là, le projet, c'est territoire zéro déchet, donc c'est de faire un tableau de bord, par exemple, de vérifier le tableau de bord, donc je vais mettre, tableau de bord, par exemple. Contributeur, je vais également pouvoir un peu associer quelqu'un pour pouvoir gérer le projet, la tâche un peu en détail, donc voilà. Ajouter des sous-tâches, donc là, je vais le nommer la sous-tâche en disant confirmation, par exemple, voilà, confirmation, tableau de bord. Voilà. Une fois que je vais enregistrer, on voit un peu le détail des sous-tâches. Et en fonction de l'avancement, une fois que tout est cliqué, là, on voit aussi le pourcentage d'avancement. Voilà. Une fois que tout est réalisé, pour moi, c'est plus un enfer et ça passe directement en affaires. Comme vous l'avez vu, hein, c'est maintenant ergonomique, c'est plus moderne, donc on a gardé cet aspect un peu plus les post-it. Donc là, vous avez l'habitude de travailler avec. Et pour afficher la vue calendrier, en haut à droite, vous allez trouver un bouton de switch. Donc ça permet également de switcher et pour avoir un peu le détail des calendriers avec la vue un peu plus simplifiée. Donc en dézoomant, vous allez voir un peu le détail de toutes les sous-tâches, mais de ce projet-là. Il est également possible de changer la date directement cet écran. Donc là, si je change, imaginons que ça a pris un peu plus de temps, donc on peut le modifier. Voilà. Donc je vais un peu dézoomer pour voir un peu la totalité de mes sous-tâches. Voilà pour tout ce qui est la vue Kanban et la vue calendrier. Donc on a le déplacement, pour vraiment insister dessus, le déplacement des cartes qui nous avait été demandé à maintes reprises, ce qui est tout à fait légitime, hein, c'est un standard aujourd'hui qui est aujourd'hui complètement possible. Et juste pour revenir sur la question de l'onglet écosystème, ce qui est nouveau aussi, qui nous avait beaucoup été demandé, c'est la question d'afficher les commentaires dans les liens pour vraiment qualifier au-delà de la catégorisation du lien. On sait que c'est souvent utilisé en séminaire notamment, où on crée des liens, on va créer l'écosystème d'un projet, d'un territoire, etc. Il y a souvent des informations qui sont mises dans ces commentaires et aujourd'hui, la possibilité de les afficher, de les trier, de les filtrer, ça permet aussi, et de les modifier, ça permet vraiment de gagner en profondeur sur ce sujet. C'est ça, très bien, merci.
Et d'ailleurs, tu l'as très bien dit tout à l'heure, on peut également changer de vue de vue de représentation. Donc, on peut cliquer pour accéder à la fiche d'information de la ressource en question. Par exemple, là, si je retourne sur la fiche information, et là, en un clic, on bascule sur la fiche identité d'une ressource. Donc ça, c'est la ressource du réseau cluster Agritis Éco-Développement. Donc là, on peut revoir sa fiche identité avec bien sûr un onglet qui est tout nouveau, donc c'est l'onglet projet. Donc là, on voit la ressource, combien de projets appartient aujourd'hui dans l'environnement MIA, voilà, dans la Et, plateforme MIA. et quelle est la nature de son implication dans chacun des projets, avec la possibilité Exactement ça. de suite dans les projets, etc., pour naviguer plus aisément. Et là, tout simplement, on peut voir qu'il est financeur dans un projet et qu'il est peut-être potentiel sur un autre projet. Et là, dans un commentaire, on le voit tout à fait qu'il est contacté le 2103, mais on attend une réponse pour vraiment peut-être démarcher la ressource en question. Donc là, je vais retourner sur ma fiche projet pour vous présenter. Donc l'onglet financement, c'est pour également gérer vos budgets prévisionnels, vos sources de financement. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que cet écran n'a pas beaucoup changé, voilà, il n'a pas eu beaucoup de modifications. Donc, par contre, ce qui est beaucoup designé, c'est vraiment l'onglet rapport statistique. Donc là, on a ajouté une nouvelle interface avec une palette de couleurs qui est tout neuf, qui permet de gagner une lisibilité. On peut également mettre en plein écran pour un peu mieux détailler, pour mieux voir un peu les organismes de formation s'il y a une composition de l'écosystème du projet. Il est également tout à fait possible de sauvegarder l'image. Donc, si vous voulez également de rapporter et de mettre dans vos présentations, on peut également télécharger l'image en image, voilà, en PNG, au format PNG. Il est également possible d'afficher les datas un peu en brut. Donc là, ce n'est pas une représentation, mais vous avez également une liste des représentations, des ressources, avec le nombre de participants. Donc ça, c'est tout à fait possible aujourd'hui. Là également, il y a un nouveau graphe qui s'est ajouté parce qu'on a également réfléchi sur la représentation de l'évolution de projet. Le graphique, en fait, le graphique permet également de voir l'évolution du projet au fil de l'eau, donc au cours de la date. Donc là, imaginons si on va dézoomer un peu. Donc mon projet était dans un premier temps, dans le trimestre 2 2021, il était en conception. Donc il a mis un peu de temps pour passer à l'étape exécution. Et à la fin, et une fois qu'il a été exécuté, fin trimestre, début trimestre 2, il est achevé. Ça également, ça marque un peu, ça garde l'historique de l'évolution du projet dans le temps. Voilà. Juste insister, Youssouf, sur les deux premiers tableaux de bord, si tu peux remonter, s'il te plaît. Jusqu'à présent, on avait uniquement un indicateur sur l'écosystème du projet. Aujourd'hui, on a celui aussi sur la gouvernance, avec du coup ces deux tableaux de bord, en l'occurrence, qui se complètent et qui viennent du coup permettre de voir à la fois la variété et la diversité des ressources qui sont impliquées, et aussi d'avoir un focus cette fois-ci plus sur la nature de l'implication des ressources, quelles qu'elles soient, dans la gouvernance ou en tout cas dans l'écosystème du projet. Donc voilà pour tout ce qui est la fiche identité. Donc j'aimerais faire peut-être un rebond parce que dès qu'on part sur les tableaux de bord, on a également travaillé avec Céline qui est notre data analyst sur les tableaux de bord. Donc j'aimerais basculer sur la dimension maintenant pilotage. Donc comme vous le voyez maintenant, c'est pareil. Donc la palette de couleurs est également changée sur cet écran-là. On peut gagner en lisibilité, donc c'est plus moderne. Donc là, on voit les couleurs. Donc c'est tout à fait possible également de filtrer par date. Donc s'il y en a une date, si on veut également affiner notre recherche, c'est également possible. Voilà, juste pour l'évolution portefeuille de projet. Donc sur les filtres, on peut décocher et cocher. Donc c'est interactif. Donc comme vous le, attends, je vais peut-être dans un premier temps décocher toutes les cases. Et là, si on veut afficher, par exemple, dans un premier temps, mes projets qui sont en conception, qui est en date de l'année dernière, 3 mai, aujourd'hui jusqu'en 3 mai. Donc tout à fait, on peut afficher un peu, voir le graphique, et au cours de temps, on voit le changement des représentations. Voilà. Donc, si Valérian, est-ce que tu veux ajouter des informations sur les tableaux de bord ou c'est tout bon? Ouais, ce qu'on peut dire, c'est qu'en effet, déjà, il y a quelques indicateurs qui tous n'étaient pas présents, et voilà, on en a quelques-uns en plus. Je crois qu'on a un ou deux en plus sur cette interface-là aujourd'hui. On peut aussi gérer. Alors, aujourd'hui, techniquement, ce qui est super intéressant, c'est dès demain, on a la possibilité de vous proposer des tableaux de bord sur mesure qu'on peut concevoir et qu'on peut implémenter. On peut gérer chacune des briques. On peut même avoir des briques qui sont plus grandes ou plus petites sur l'organisation d'espace aussi. Mais surtout, du coup, on peut aussi implémenter désormais techniquement des tableaux de bord sur des indicateurs particuliers. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et comme l'a dit Youssouf,
Ouais, pardon, vas-y. Oui, pas de souci. Notamment, du coup, on a aussi un nouveau graphe qui apparaît, celui-là que j'avais un peu oublié parce qu'il était un peu caché tout en bas. C'est le taux de réalisation des tâches planifiées. Donc, c'est de pouvoir avoir un nombre en pourcentage pour pouvoir savoir si mon projet et mes sous-tâches avancent ou pas dans un temps bien défini. Et avec tous les tâches que j'avais effectuées tout à l'heure, donc le pourcentage avance, bien sûr, une représentation un peu en diagramme, voilà. Et avec la possibilité vraiment, c'est important de pouvoir faire des filtres sur chacun des indicateurs, c'est-à-dire que Oui. là, on est sur une vue très macro, mais vous pouvez prendre par exemple que le programme, votre portefeuille de projet sur une thématique très particulière, je sais pas, l'agriculture, l'agronomie, etc. Vous pouvez aussi réduire sur le temps, vous pouvez vraiment sur un territoire donné. Et donc l'idée, c'est vraiment d'avoir cette fois-ci, aussi bien dans le temps, multi-échelle, multi-thématique, ce pilotage très simplement. Voilà, Youssouf fait une petite démo pour prendre notre thématique sur la pollution de l'air. C'est ça. Je vais peut-être afficher pollution de l'air, appliquer. Et là, on avait 9 projets tout à l'heure. Moi, j'en avais dit 8, mais je crois qu'il y en a un projet qui était peut-être à l'étranger. Je ne l'ai pas vu. Mais au final, on a 9 projets qui est thématisé sur la pollution d'air. Voilà. Et là, on peut typiquement gérer les dates. On peut aller un petit peu dans le passé pour voir comment était l'état de mon portefeuille de projet il y a 6 mois et comment il est aujourd'hui. On peut éventuellement aussi du coup, télécharger les JPEG si on veut mettre en perspective les deux représentations l'une à côté de l'autre. Enfin, voilà, après, les possibilités sont aujourd'hui plus nombreuses que ce qu'elles étaient. Voilà, merci pour les précisions. Donc, je pense qu'on est peut-être bon sur les tableaux de bord. Et en lien avec les sous-tâches, donc j'aimerais aussi faire rebondir sur la vue planning, mais sur la vue planning de la vue globale. Donc là, on a été sur un taux de réalisation des tâches planifiées, mais là, on peut voir les tâches planifiées, mais sur tout l'environnement. Donc si on a des sous-tâches qui sont présents à peu près dans tous les projets, on voit les noms des sous-tâches avec bien sûr le pourcentage d'avancement qui apparaît également. Donc on sait que sur un projet qui est développement durable dans mon territoire, on est à 50% des tâches réalisées. On a des tâches en cours et bien sûr en fait. Donc je n'ai pas le détail ici à ce niveau-là, mais c'est juste qu'aujourd'hui, on peut savoir si dans une vue globale, est-ce qu'on arrive à voir ou pas une vue un peu globale, un peu macro de voir toutes les tâches de la plateforme MIA. Voilà. Avec bien sûr un détail qui apparaît à droite avec une vue calendrier. Donc si je dézoome un peu et si je développe, donc développer, c'est ouvrir tout le panel. Et en dézoomant, voilà, on peut également avoir plus de détails dans la planification. Si on veut chercher, la barre de recherche est possible. Donc tout à l'heure, c'était zéro déchet. Donc si je nomme zéro déchet, on peut également voir notre projet, donc le sous-tâche de tout à l'heure, donc définir objectif. Tout à l'heure, c'était tableau de bord. Il s'ajoute directement dans la vue tableau de bord. Voilà. Et d'ailleurs, j'en profite, optimisation de l'outil de recherche qui vous permet aujourd'hui, qui est présent dans beaucoup plus d'interfaces et qui permet de rechercher plus facilement les données, en tout cas plus efficacement encore. Et typiquement, dans l'annuaire des contacts, donc ça serait bien de présenter aussi cette interface. Donc, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est la même hiérarchie, donc c'est la même structuration que les listes des ressources et des projets. Donc, la barre de recherche permet également de chercher dans toute l'interface que vous voyez là maintenant. Et l'interface de l'administration utilisateur, c'est de pouvoir également filtrer par compte. Parce qu'aujourd'hui, on peut accéder au compte MIA soit par un compte administrateur, donc c'est quelqu'un qui peut tout paramétrer, soit un compte lecteur. Donc si vous pouvez également communiquer un compte lecteur, c'est juste pour voir la carte. Il n'a pas le droit de modifier, il n'a pas le droit de faire des modifications sur les données. Et donc là, on peut voir le détail des comptes des personnes. S'il y a des contacts, les contacts, on n'est pas forcément obligé de créer des comptes, mais ils sont là en tant que contact. Et sur cette page d'interface, on peut voir le détail s'ils ont également des sites internet, les téléphones, les mobiles. C'est vraiment un annuaire des contacts. Youssouf, je me permets de Oui, proposer bien sûr. cette dernière dimension. Comment? La dimension de la communication, Oui. c'est Castel. Je vois le temps qui file. Oui, je vois que ça passe un peu vite. Il reste maintenant, en fait, je reviens sur la vue de la carte. Donc, comme Valérien vous a montré tout à l'heure dans la liste des fonctionnalités qui étaient déployées, donc on peut également partager en sauvegardant les projets ou les projets de la vue écosystème dans les favoris. Donc, une fois qu'on a enregistré notre vue écosystème, on peut finalement tout simplement partager donc en cliquant sur le bouton partage. Et également, on copie le lien en copiant le lien. Et finalement, on va attendre juste que je vais charger dans un lien.
Attendez, hop. Voilà, pardon. Là, du coup, si le lien permet également d'afficher, donc de partager cet écosystème avec les noms, entre guillemets, les noms contacts de Mia, donc vous pouvez également les insérer dans vos sites internet. Le partage d'écosystème également est possible maintenant dès à présent dans Mia. Donc là, on peut afficher, on peut survoler. Au survol, on a également les informations détaillées des contacts ou des ressources. Non seulement on veut aujourd'hui partager avec un lien qu'on appelle URL, donc avec un lien, vous pouvez exporter la vue de la carte. Donc, au lieu de faire une capture d'écran, ça permet également d'exporter en PDF. Une fois qu'on clique sur le bouton exporter, on a la possibilité de glisser ça dans les présentations. Là, j'ai fait une vue un peu plus détaillée. Donc, comme vous le voyez maintenant, on peut soit rentrer dans les quartiers, soit avoir une vue globale, un peu dans la vue un peu internationale. Donc, c'est une question de niveau de zoom pour l'export. Je crois que j'ai tout présenté. Donc, Valérian, si j'en ai l'outil fond de carte, excusez-moi, est-ce que tu es passé sur l'outil fond de carte? Ah oui, sur l'outil de fond de carte, c'est vrai que j'avais oublié. C'est vrai. Donc, c'est le seul qui reste maintenant. L'outil de fond de carte, on a également sur l'interface des fonds de carte, le panel des fonds de carte, c'est maintenant triable. Donc, triable, soit on peut filtrer donc, par thématique. Donc, ça à vous également de décider de trier vos thématiques vos fonds de carte par thématique. Donc là, nous, on a choisi aujourd'hui 2 grands thématiques, mais également on peut rentrer des sous-catégoriser vos thématiques. Typiquement, je vais choisir par exemple l'émission de gaz à effet de serre. Et là, on voit l'écosystème un peu plus analytique dans le fond de carte, parce que le positionnement, c'est peut-être important par rapport à ces couleurs-là. La légende, bien sûr, qui est affichée à droite. Je vais peut-être rechercher par nom. Donc là, on va mettre émission de gaz à effet de serre. Et là, je vois toutes mes fonds de carte qui comportent en fait une émission de gaz. Une fois qu'ils sont cherchés, on peut également décocher ou cocher pour mettre dans mes favoris. Ça permet également de fluidifier, donc de ne pas rechercher à votre prochaine connexion. Donc là, il s'enregistre directement dans mes favoris. Voilà. La recherche est non seulement possible par nom, mais on peut rechercher par thématique, par sous-thématique ou par zone. Donc si vous souhaitez vraiment rentrer dans un détail d'intercommunalité dans des quartiers, donc la zone de fond de carte et le classement par zone est possible. Voilà. Merci pour votre écoute. Donc j'ai essayé de présenter un peu les nouveautés parce que je pense que l'heure passe, donc on va essayer de passer aux questions, si ça vous va. Merci beaucoup Youssouf, super. Merci à vous. Je te propose de prendre les questions, puis je te pose des questions quand j'y réponds en fonction des questions. Tu peux désactiver le partage d'écran si tu veux. Alors, je vais essayer de la reprendre dans l'ordre. Tac. Question de M. André Milan. Bonjour d'ailleurs, André. Avons-nous le même niveau d'information si c'est un projet transfrontalier? Et aujourd'hui, il n'y a vraiment pas de limite aux données. On a des environnements qui aujourd'hui fonctionnent au niveau mondial. Des projets au Brésil, au Japon, en France, en Europe, etc. Après, là, ce qui est intéressant, et là, on est là aussi évidemment pour vous accompagner, c'est dans la structuration des jeux de données. Par exemple, sur le volet territoire, de pouvoir mettre les bonnes justement données, les bonnes structures de données, pour pouvoir dans les filtres, après, si vous voulez sélectionner une ou plusieurs zones, être plus rapide, être plus efficace. Mais aujourd'hui, il n'y a vraiment pas de limite, aussi bien sur les représentations que sur les projections de données, vraiment sur des échelles du ultra local jusqu'à l'échelle internationale sans problème. On ne va pas au-delà encore. Quel temps nécessaire au paramétrage préalable de l'espace projet, taxonomie, personnalisation? Question de Cyril Screz. Du coup, alors, techniquement, ça va très vite aujourd'hui. Donc, vous avez, l'objet, c'était pas de vous la présenter, sachant qu'elle a peu évolué pour l'instant, l'interface d'administration, mais qui nécessite aucune compétence technique pour être utilisée. Évidemment, nous, on est là pour vous accompagner éventuellement aussi réaliser cette personnalisation. Nous, aujourd'hui, voilà, en quelques heures, en 2-3 heures maximum, on va personnaliser, mettre en place tout un environnement. Par contre, en effet, il y a un sujet qui peut être véritablement structurant sur cette question de la taxonomie, des choix qu'on va faire en termes de catégorisation des ressources, des acteurs, des liens, des projets, ensuite qu'on va rentrer dans les fiches projets. Enfin, évidemment, c'est des choses qui sont très importantes. Donc nous, aujourd'hui, on a l'expertise interne avec Vincent, avec toute l'équipe métier,
pour vous accompagner sur ces sujets-là. Donc, ce qu'on propose, voilà, ce qu'on peut proposer de manière assez classique quand on demande un accompagnement sur ce sujet, ça peut être 2 ou 3 ateliers de 2 heures, par exemple, qui vont permettre de balayer chacun des champs. Aujourd'hui, on a tout un outil qui a été mis en place d'ailleurs par Vincent, Youssouf et Laura sur justement l'aide au choix de la mise en place de l'environnement, des choix de taxonomie, de langage, etc. Donc, on a des outils aujourd'hui qui sont en place. Donc, soit on peut simplement vous proposer les outils, soit on peut ensemble, sur un ou plusieurs ateliers, travailler ensemble ces sujets et effectivement adresser plus précisément ces questions de méthode qui sont au cœur de MIA. Ensuite, question de Kautar Boustani Dahan. Les projets listés sont-ils limités au secteur formel ou est-il possible d'y travailler sur des initiatives informalisées, par exemple sur les économies parallèles? Alors, tout à fait, d'ailleurs, c'est assez drôle, moi je ne pourrais pas citer le nom d'organisation, mais on a été sollicité assez récemment pour justement mettre en place un observatoire de l'économie informelle sur un nombre de pays d'un continent hors Europe, on va dire. Donc effectivement, c'est des choses sur lesquelles on a déjà commencé à réfléchir et sur lesquelles on peut tout à fait assez simplement apporter des premiers niveaux de réponse. Alors après, évidemment, ce qui se pose comme question, c'est quelles données, quelle consolidation, quelle collaboration éventuellement dans la création de données, et puis quel but en termes de justement de génération de ces représentations et ensuite d'association éventuellement de certains acteurs à la consolidation des données. Donc après, il y a pas mal de questions qui vont se poser en termes d'usage, en termes de stratégie de données, etc. Mais par contre, aujourd'hui, et c'est super intéressant, par exemple, aussi de mettre en perspective secteur formel et secteur informel sur un métier, ou plusieurs métiers, ou même plusieurs filières. Oui, c'est tout à fait possible. Question de Paul Bucco, pardon. L'outil est utilisé pour la prospective, dans l'identification de potentialités activables sur le territoire. Encore une fois, oui, je réponds oui à toutes les questions. Vincent Passini, dont je vous ai parlé, qui est à l'origine de Map in Action, est enseignant-chercheur en prospective territoriale. Donc, c'est véritablement aujourd'hui l'un des points de départ de MIA. Et effectivement, aujourd'hui, on a des cas d'usage où on va travailler sur les cartographies de ressources, on va travailler sur l'identification et la projection de certains scénarios. On va aussi pouvoir mobiliser les fonds de cartes qu'a montré Youssouf à la fin, avec cette idée justement de proposer plusieurs représentations qui vont permettre aux acteurs de voir la même chose. Ça, c'est super important, je pense, dans ces démarches-là, pour plus rapidement et plus facilement partager une même représentation des enjeux, une même représentation de la réalité d'un écosystème d'acteurs ou de projets, pour pouvoir ensuite construire des scénarios qu'on pourra et potentiellement ou non intégrer dans MIA, pour pouvoir ensuite les affiner, les faire vivre et les mettre en œuvre éventuellement. Mais en tout cas, on a sur cet axe-là, je pense que c'est effectivement quelque chose sur lequel on travaille aujourd'hui. Et on avait une nouvelle question de Cyrus Grèze. Au-delà de la formation sur l'outil, proposez-vous également une formation à son usage in situ, donc séminaire, groupe de travail, etc. Un territoire ou un bureau d'études peut-il utiliser MIA de manière totalement autonome? Merci pour cette question, à laquelle je vais encore répondre oui. Donc effectivement, on a évidemment toute une offre de services et d'accompagnement en matière de formation, utilisateur, administrateur. Youssouf on est le garant aujourd'hui, avec des documentations, avec des supports, des accompagnements, c'est assez classique. Effectivement, notre accompagnement ne se limite pas à ces sujets plus techniques, plus logiciels. Aujourd'hui, on a la possibilité, et on le fait très régulièrement, d'animer différents types de séminaires. Ce qu'on n'a pas précisé, parce que c'était déjà le cas, mais il y a une interface mobile de Map in Action qui est très simplifiée, qui permet notamment à des participants qui n'ont jamais découvert et qui n'ont jamais utilisé la plateforme, par exemple, on l'a déjà fait en live avec 150 personnes en même temps, la cartographie de l'écosystème d'acteurs ou de ressources d'un sujet, d'un territoire. On l'a fait à des échelles ultra-locales comme à des échelles internationales sur des sujets divers. Donc effectivement, on peut intervenir aussi bien sur la préparation que sur l'animation de séminaires, notamment sur ce sujet cartographie des acteurs, des projets, cartographie des écosystèmes, éventuellement sur des formats plus ensuite avancés, type revue de projet, revue stratégique, des choses comme ça. Donc ça, c'est la première possibilité, c'est en effet qu'on intervienne directement. Et la seconde, en effet, je ne l'ai pas précisé en introduction, mais on a 2 grandes manières de travailler, soit en direct auprès d'organisations, de territoires, soit justement en partenariat avec des partenaires qu'on appelle aujourd'hui ambassadeurs MIA, qui sont des consultants, des bureaux d'études, des cabinets de conseil, justement. Et notre objectif, c'est justement de pouvoir les outiller, les accompagner et les rendre le plus autonomes possible dans l'utilisation et le déploiement de MIA pour répondre à leurs besoins spécifiques. Et aujourd'hui, on a plusieurs partenaires, plusieurs consultants qui utilisent MIA de manière tout à fait autonome, aussi bien sur la personnalisation, un petit peu au fil de l'eau de la mission, que son déploiement, l'animation d'un séminaire, que la construction et la capitalisation des fiches projets, etc. Donc, on a tout un programme d'accompagnement ambassadeur, c'est-à-dire là, pour le coup, un accompagnement
qu'on essaye de penser et de faire plus rapproché avec des outils, des supports. Une communauté aussi qu'on est en train justement de commencer à fédérer. Il y a quelqu'un dans l'équipe qui est dédié à ce sujet d'accompagnement de nos ambassadeurs, avec cette idée aussi que la communauté puisse elle-même avoir des partages d'expériences, elle-même éventuellement avoir des collaborations. Donc, en effet, c'est un de nos grands champs d'action. Youssouf, j'ai répondu à toutes les questions, du coup, je les ai... Oui, merci. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être ou Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce qu'on va pouvoir clôturer l'événement? Merci à vous. Merci à vous. Oui. Oui. Je me sens une seconde pour fermer la porte. J'arrive. Excusez-moi. Merci beaucoup, Elisabeth. Bravo pour l'intégration de vos retours, de vos ambassadeurs. Oui, puisque Elisabeth Carrel est ambassadrice. C'est bien de le préciser. On fait une super mission ensemble sur les sujets du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ravi. Une question, Paul Bucco, est-on bridé par des données non stockables parfois? Alors, la limite, une des questions qu'on a en effet en clé d'entrée, c'est qu'on a besoin de données qui sont géolocalisées pour les ressources, les projets. Alors, il y a plusieurs manières, je vais commencer par là, d'intégrer, d'amener de la donnée dans MIA. Il y a directement dans l'application, là, il n'y a pas de limite possible. Il y a via des formats séminaires, animations, donc là aussi. Ensuite, c'est pour le sujet des imports de données. Et là, on a deux manières d'importer des données. Donc, on a un module d'import en interne. On réalise assez régulièrement des imports de jeux de données qui peuvent être de quelques dizaines, voire plusieurs dizaines de milliers d'informations. Ça, il n'y a pas de limite. Deux manières d'importer les données, soit sous forme de fonds de carte, donc comme vous a montré Youssouf, donc là plutôt sur des données analytiques. Et là, après, on utilise des outils assez standards, QGIS, etc., pour construire ces fonds de carte et mettre à votre disposition. Vous pouvez directement les intégrer si vous avez aussi déjà les productions. Et ensuite, sinon, c'est des imports de points sur la carte, les POI, les points d'intérêt, que ce soit des ressources, des projets, des liens. Et là, en effet, la limite qu'on peut avoir, c'est d'avoir des données géolocalisées, puisqu'on est sur un outil, premièrement, cartographique. Voilà. Confidentialité, vie privée, trois petits points, le RGPD. Donc, évidemment, on se conforme à l'ensemble de ces sujets-là. On a un DPO désigné, on tient à jour notre référentiel de traitement des données, que c'est notre registre de traitement des données, et tout est détaillé dans les conditions générales d'utilisation logicielle. Voilà, si vous le souhaitez, on pourrait rentrer dans ce détail avec plaisir. Je propose de ne pas forcément le traiter tout de suite. Mais évidemment, on y attache une grande importance et de toute façon, ça nous est toujours demandé, quelles que soient les organisations publiques ou privées avec lesquelles on travaille aujourd'hui. Est-ce qu'une dernière question ou est-ce que du coup, on termine l'événement? Donc, on va tous vous adresser un email avec la présentation, le lien replay directement sur la chaîne YouTube. Je pense que c'est le plus simple, c'est ce qu'on fait habituellement. N'hésitez pas, si vous souhaitez qu'on poursuive nos échanges, parce que aussi, on a des utilisateurs de MIA ici. Je pense à Evelyne, je pense à Elisabeth, si vous voulez qu'on rentre en détail dans certaines fonctionnalités ou qu'on voit ça concrètement pour vos cas d'usage actuels, avec plaisir, évidemment, on est à votre disposition. Et sinon, les autres, évidemment aussi, participants, on se tient à votre disposition si vous voulez changer sur un sujet précis. Paul Bucco, frustrant d'écrire des questions, pas possible de les préciser sauf écrire un roman. Oui, voilà, c'est un peu la limite de l'outil, mais voilà, ce que je vous proposais, c'est à la limite, si vous voulez, c'est qu'on prenne le temps d'un échange ensemble. Ça peut être le plus simple sur une visio, sur un échange téléphonique. Je pense que ce sera le plus efficace. Je vous permettrai de vous envoyer un email si vous le souhaitez. Allez, je vois encore quelques personnes qui écrivent dans le chat et puis ensuite... super, j'attends votre message. Ok, écoutez, je vous propose de clore ce webinaire. On aura, pour finir, si vous avez déjà participé à la première, pas forcément nécessaire de participer à la seconde, mais vous aurez l'information, et si jamais vous rencontrez des personnes qui sont intéressées, on va organiser une deuxième session de ce webinaire. Je n'ai plus la date en tête, mais c'est fin mai. On le communiquera sur nos canaux habituels, newsletter, LinkedIn, etc. Voilà, on va la programmer rapidement. On fera partie de cette information
dans le mail récap. Merci à tous, très bientôt, et puis bon appétit du coup. Au revoir. Merci, à très bientôt. Au revoir.